Voilà, c'est bon. Je suis Caroline Span, je suis responsable des opérations de l'Orange Fab France. Donc l'Orange Fab France, c'est l'accélérateur de start-up du groupe Orange. Et aujourd'hui, on va vous parler de levée de fonds, notamment avec Grégoire de Padirac, qui est Investment Manager chez Orange Digital Venture, qui est donc le fonds d'investissement d'Orange. Donc Grégoire, je te laisse la parole. Merci Caroline, merci à Orange Fab France pour son invitation à ce webinaire. Donc en effet, comme l'a dit Caroline, je vais vous parler de levée de fonds avec cette idée que on peut parler de levée de fonds de manière un peu technique. Moi, l'idée, j'ai plutôt envie de vous parler des investisseurs, des VC, pour un peu répondre à vos questions sur vos interactions avec eux afin d'optimiser au mieux vos chances de réussite de levée de fonds. Donc, voilà, moi je suis investisseur depuis un peu plus de 3 ans maintenant. On a lancé Orange Digital Ventures, qui est le fonds corporate d'Orange en 2015. C'est un fonds de 150 millions d'euros avec cette particularité, c'est que c'est un fonds à la fois qui poursuit des objectifs financiers. On investit avec un objectif de rendre le fonds rentable et d'offrir au groupe Orange une bonne rentabilité de nos investissements, mais également avec un objectif stratégique en investissant dans des sociétés qui sont en ligne avec la stratégie d'Orange, qui intéressent ou qui intéresseront plus tard les opérations d'Orange. Voilà, donc on est basé à Paris, on a également ouvert un bureau à Londres et on a ouvert un bureau les dernières à Dakar, où je suis basé, et d'où aujourd'hui je m'occupe du fonds de l'initiative d'investissement dédié à l'Afrique. Voilà, mais j'ai été 2 ans à Paris, donc je connais l'ensemble des problématiques qu'on peut trouver sur le continent et dans le monde entier. Donc je vais vous parler moins de mon expérience africaine que de la réalité de la levée de fonds. Voilà, donc sans plus attendre, juste je ne connais pas trop les niveaux de connaissance globale, ce que vous pouvez avoir sur les levées de fonds. Alors, de manière très basique, un investisseur, une start-up, souvent suit une trajectoire assez standard en termes de levée de fonds, avec une première étape d'amorçage, puis ensuite un certain nombre de levées de fonds qu'on appelle les séries A, B et C, puis ensuite il peut y avoir des étapes suivantes dans le cas des levées de fonds, soit pour financer la croissance ou on arrive directement à l'exit. Voilà, donc ces étapes sont en fait assez normalisées et c'est un vocabulaire qu'il faut maîtriser quand on rencontre un investisseur parce qu'il s'attend à ce que vous le maîtrisiez. Et donc, en amorçage, vos interlocuteurs, c'est-à-dire vos interlocuteurs, les investisseurs, ce sont plutôt des business angels, ou c'est la famille, on appelle ça les 3 F, Full Friend and Family. Donc, de manière, en traduction, c'est les amis, la famille ou les fous, parce qu'il y a beaucoup de risques à investir en amorçage. Puis ensuite, les VC, donc les capitaux risqueurs, les investisseurs professionnels qui ont des logiques de portefeuille, investissent en série A, série B, série C. Voilà, donc amorçage, c'est souvent inférieur à 1 million d'euros. Série A, c'est 3, 5, voire 15 millions d'euros. Série B, entre 15, 20, 25. Et série C, entre 20 et 30. Tout ça, ce sont des chiffres qui dépendent énormément de l'écosystème. Ce ne sont pas du tout les mêmes chiffres aux États-Unis, évidemment, qu'en Europe. Alors, pour parler du slide suivant, dans ces différentes étapes, en fait, on s'attend à ce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous ayez validé des grosses hypothèses différentes. Évidemment, l'attente en termes de réalisation, selon le niveau de maturité que vous avez, n'est pas le même de la part d'un investisseur. Donc, en amorçage, évidemment, vous avez tout à démontrer. En tout cas, quand vous avez levé votre première levée en amorçage, souvent, on s'attend à ce qu'à minima, le produit soit maîtrisé. Vous n'avez pas forcément commencé à le distribuer. Puis, vous allez rentrer dans les séries A, série B, où là, on s'attend à ce que vous ayez déjà des premiers clients et puis que vous tendiez vers la validation de l'hypothèse marché et qu'enfin, en capital développement, souvent, ce qu'on finance, c'est moins l'acquisition au marché, mais plus l'industrialisation. Voilà, donc ayez ça en tête. Un VC attend à ce que vous ayez validé un certain nombre d'hypothèses selon le niveau de capitaux que vous demandez. C'est assez évident. Voilà, maintenant je vais rentrer vraiment dans cette partie un peu peut-être plus originale, qui est de répondre à la question qu'est-ce qu'un VC, qu'est-ce qu'un investisseur,
et comment ça structure votre relation avec lui. Première chose qu'il faut savoir, c'est qu'un VC, voilà, c'est comme ça que j'appelle un investisseur, c'est ce que je suis, VC, c'est-à-dire un investisseur en capital risque. Il a 2 clients principaux. Il faut toujours avoir ça en tête. Il a des LP, donc des investisseurs qui confient leur argent au VC, et puis il a évidemment les startups, donc vous-même souvent, qui en fait achetaient de l'argent à l'investisseur. Donc il y a 2 clients, et ce VC doit satisfaire ces 2 clients. Pour ces investisseurs, il doit délivrer évidemment du ROI financier. Souvent, selon la nature du LP, de l'investisseur, il doit délivrer de la valeur stratégique. Donc, par exemple, des corporates vont s'attendre à avoir accès à des entrepreneurs, à des startups, à avoir des présentations stratégiques sur un marché donné. Voilà. Et puis, il y a des investisseurs aussi qui ont des considérations en termes d'impact social et environnemental. Donc, les VC doivent satisfaire ces critères-là. Et en face, pour les startups que vous êtes, le VC doit fournir évidemment de l'argent. Et au-delà de ça, en tant que startup, vous attendez à recevoir ce qu'on appelle de la smart money, c'est-à-dire de la valeur stratégique de l'investisseur, parce qu'il va vous délivrer des conseils, du support en termes de, je sais pas, de recrutement ou d'accès à un réseau d'investisseurs pour vous accompagner sur vos levées futures. En tant qu'entrepreneur, vous vous attendez à ce que votre investisseur soit un partenaire de long terme qui puisse vous servir, qui puisse être là également quand il y aura des difficultés. Voilà, donc ce n'est pas simplement souvent de l'argent que vous cherchez, mais beaucoup d'autres choses. Et lui, le VC, il a des objectifs. Ces objectifs, c'est avoir un fonds rentable parce qu'il va devoir continuer à satisfaire, il veut continuer à satisfaire ses LP pour continuer à lever de l'argent. C'est une société de gestion, donc la société de gestion vit de l'argent qu'elle lève pour pouvoir ensuite le déployer, l'investir dans la start-up. Et pour ce faire, comme il sait que les retours financiers ne sont pas tout de suite, puisque souvent il quitte, il fait un exit, c'est-à-dire qu'il vend sa participation dans une start-up au bout de 5-7 ans en moyenne, eh bien, il va avoir besoin de success story à court terme pour pouvoir alimenter son discours vis-à-vis des investisseurs qui vont lui confier leur argent. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Et du coup, quand on regarde ce que j'ai envie de dire, ses activités, son workflow en permanence, eh bien, un VC, il fait en même temps de la levée de fonds comme vous, auprès de LP. Il va ensuite sourcer des startups pour être en permanence, pour alimenter son deal flow. Donc, il va à des events, il fait des analyses de marché, il rencontre un maximum d'entrepreneurs. Il instruit des dossiers après les avoir priorisés, il investit, il réinvestit, et il suit les startups, il les soutient, il peut siéger au board. Donc ça, il faut savoir que le suivi des startups, plus le portefeuille évidemment se gonfle, plus son activité de suivi est importante, ça peut représenter 60% de son travail. Et ensuite, il est extrêmement actif sur la partie exit, c'est-à-dire qu'il va chercher des acquéreurs pour les participations qu'il a prises. Et donc, voilà, tout ça, ce sont des activités qu'il doit faire vraiment en même temps. Et je vais rajouter également, quand on a des investisseurs stratégiques dans le fond, on doit souvent travailler pour produire des analyses, des rapports, afin d'alimenter les besoins de ces LP en connaissances stratégiques. Donc un VC est globalement très occupé sur des missions très différentes. Tout le monde a la même réalité. Vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, vous avez également toutes sortes d'activités très diverses à mener de front, mais voilà, ayez en tête celle d'un investisseur. Donc en corollaire, le quotidien d'un VC, c'est ça qui fait un peu la particularité de son métier, c'est qu'il est extraordinairement sollicité par mail, par le site internet, par LinkedIn, par Twitter, par Facebook, par les copains et les copains des copains, les VC, les banques d'affaires, les LP, les leveurs de fonds, enfin, tout le monde envoie des dossiers d'investissement et donc des sollicitations de rendez-vous, de retour sur l'analyse de la startup, hein, voilà, très sollicité. Et on lui demande de faire des arbitrages sans arrêt. Et ces arbitrages, c'est dans 99,9% des refus.
parce que je vous le montrer tout à l'heure, mais en gros, un VC classique en France ou en Europe reçoit à peu près 2000 dossiers par an et il fera 4-5 investissements. Donc, vous voyez, il passe son temps à dire non. Ce qui est une particularité très forte de ce métier. Et puis, il a des problèmes à gérer. Toujours des problèmes, notamment sur les startups de son portefeuille qui pour certaines, vont avoir des grosses difficultés à affronter. Et c'est l'investisseur qui va être son principal soutien. Donc, il va essayer de faire levier sur son réseau pour aider à passer ces difficultés. Donc voilà, un VC, c'est tout le temps sollicité et ça a toujours des problèmes à gérer. Et donc, autre point, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un VC quand même quand il rencontre un entrepreneur. Il faut savoir quand même, je vous ai dit qu'un VC, ça dit toujours non, mais en fait, un VC, ça aime avant tout faire des deals. On est investisseur parce que on aime cette sensation de trouver la pépite et en tout cas, on ne veut pas la rater, on veut faire le deal du siècle. C'est un élément très, très, très moteur dans notre interaction et notre envie de rencontrer des entrepreneurs sans arrêt. Et donc, par définition, on va être très sensible à tout ce qui est tendance, à la hype du moment. On va être très sensible à qui s'intéresse à vous. C'est ça qui va alimenter notre excitation quand on rencontre un entrepreneur. Et à l'inverse, un VC, ça a la peur bleue de se tromper, toujours. Il passe son temps à décider, il a peur de dire oui, il a peur de dire non. Donc il va être sensible à des indicateurs, par exemple sur la recommandation, comment ce deal est venu à lui. Est-ce que c'est juste vous qui l'avez sollicité comme ça par hasard, ou est-ce que vous avez été recommandé? L'élément sourcing, hein, c'est le canal d'arrivée du deal à un investisseur, ça joue énormément dans la décision des premiers filtres sur l'analyse d'un dossier. Et puis la dimension compétition qu'il y a autour de votre dossier, elle joue énormément pour le rassurer ou au contraire l'inquiéter. Mais il espère quand même dénicher la perle rare que vous êtes, évidemment. Donc, s'il connaît bien le secteur dans lequel vous évoluez, il va essayer de comprendre un peu votre originalité. Il va creuser, il va poser ces petites questions techniques qui peuvent vous surprendre au début. Mais si vous arrivez à lui montrer qu'à ce moment-là, vous êtes particulièrement original et génial, eh bien, il va être, en tout cas, il va être très sensible à ça. Et puis, une dernière dimension sur laquelle je vais un peu parler pendant tout ce webinaire, c'est la dimension personnelle, relationnelle, qui est vraiment clé. Est-ce qu'il y a un fit humain entre l'investisseur et l'entrepreneur? Ce sont des éléments absolument clés. Je répondrai à toutes les questions à la fin du webinaire. Évidemment, on aura un quart d'heure pour répondre. Je vais essayer de parler en une demi-heure et répondre pendant un quart d'heure à toutes vos questions. Voilà, donc vous l'avez compris, hein, le plus gros enjeu, la plus grosse difficulté d'un VC, et c'est comme ça qu'il faut que vous compreniez bien sa réalité, faut que vous compreniez bien sa réalité au quotidien pour savoir comment vous comporter, mais son principal problème, c'est souvent un problème de temps. Et donc, il doit passer son temps à prioriser. Donc, quand vous lui envoyez votre dossier, au début, il doit gérer ce flux constant. Hein, c'est des dizaines et dizaines de mails par jour qu'il reçoit sur de nouveaux dossiers. Donc, il va chercher au début à dire non. Il va chercher les raisons de dire non. Ça, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Tout début, première chose quand tu reçois un dossier, c'est pas chercher forcément l'originalité, c'est chercher les red flags, les éléments qui font que le dossier peut passer dans la case c'est bon, j'ai regardé et ça correspond pas à notre thèse d'investissement, c'est trop tôt par rapport à notre thèse d'investissement, c'est pas dans nos thématiques, on n'y croit pas à ce marché. Enfin voilà, on cherche les raisons pour dire non. Puis à un moment donné, il y a des dossiers sur lesquels on a un coup de cœur et on a envie de les creuser. Et là, on rentre en mode projet. On va vraiment analyser tous les éléments qui font que cette première conviction se confirme, quoi. Et on va creuser jusqu'à arriver à le moment de l'investissement. Vous voyez, en fait, l'essentiel du filtre, il se fait au début. Et plus on creuse un dossier, plus dans la tête du VC, il va être moins dans la recherche du non, mais plus dans la recherche des raisons pour conforter sa conviction. Et donc, psychologiquement, la relation avec l'entrepreneur est complètement différente. Il a toujours peur de se tromper, donc il va continuer à creuser, il va continuer à vérifier, mais dans sa relation avec vous, il est différent. Et donc, j'essaie de montrer ce schéma en l'adaptant à votre expérience à vous, en tant qu'entrepreneur qui parlait avec un VC. Et donc, en gros, vous avez deux phases. Vous avez cette première phase au tout début,
vous avez un premier meeting, vous avez échangé un teaser, et donc là, vous êtes dans cette première partie qui est le premier filtre. Et là, c'est très difficile. Donc vous avez des interactions, parfois c'est pas extrêmement fluide, le gars répond pas vraiment très vite, et vous avez besoin de faire des calls. Voilà, c'est compliqué de passer cette étape-là, et puis à un moment donné, tac, vous rentrez vous sentez que vous passez dans une autre relation qui est assez grisante d'ailleurs, parce que d'un seul coup, le VC devient extrêmement réactif. Il vous pose plein de questions, il vous demande plein de documents. Et là, donc, on a une première analyse rapide. En règle générale, ce que fait le VC, c'est qu'il présente le dossier aussi à son comité d'investissement ou à ses partenaires ou à l'équipe, tout simplement pour confronter un peu sa conviction. Et au fur et à mesure que la conviction globale de l'investisseur et de l'équipe autour de lui grandit, il va rentrer en due diligence. Donc là, il va faire des analyses beaucoup plus poussées. Donc, il va vous demander des documents encore plus lourds. Donc, il va faire des analyses de corps, par exemple. Il va commencer à appeler certains de vos clients. Il va éventuellement faire une due deal technique. Voilà, il va faire l'analyse de tout le secteur pour avoir. Et donc ça, là, il a très peu de temps pour réaliser toutes ces analyses. Il se donne en règle générale 1 à 2 mois. Donc il va vous solliciter pour avoir des éléments. Et puis il va passer en partner meeting pour que le dossier soit, le mandat d'un investissement soit accepté par l'équipe. Et si c'est accepté, il vous enverra une term sheet. Alors, ça, c'est plus ou moins notre process à nous. Il y a des VC qui ont des process un tout petit peu différents, mais comprenez bien cette idée, c'est qu'il y a une première étape où la relation est parfois un peu chaotique, et une deuxième étape où la relation devient très intense. Et souvent, quand on rentre dans le début de cette deuxième relation très intense, on a l'impression que c'est déjà fait le deal, que le gars est à fond, alors que en fait, il y a encore plein de raisons pour que ça se passe pas, parce que finalement, on se rend compte que ce qu'on croyait, ce qu'on espérait, finalement, n'est pas ce qu'on trouve quand on soulève le capot. Et donc, il y a des raisons de dire non, beaucoup. Mais évidemment, la probabilité de ne pas arriver au bout quand on est arrivé à cette étape-là est infiniment plus faible que tout début. Je pense que si je devais donner un macro chiffre, vous avez une chance sur 100 ou sur 250 d'aller de l'étape verte à l'étape bleue, et une chance sur 5 de passer du début de l'étape bleue à la fin de l'étape bleue, quoi. Donc ça, c'est évidemment plus intéressant. Voilà. Mais ce qu'on comprend, quand je vous dis tous ces refus, tous ces noms qu'on donne, en fait, ce sont des noms que se prennent les entrepreneurs dans la figure. Et ça crée énormément de frustration, on en est parfaitement conscient. Sachez que c'est aussi c'est une difficulté dans notre métier. Dire non tous les jours, c'est pas aussi évident que ça. Alors, je pense qu'il est important de se dire, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui ne correspondent pas aux critères de VC. Et c'est important pour vous de bien évaluer votre dossier, de bien comprendre ce qu'attend un VC pour comprendre ces noms, qui ne veulent pas dire que votre dossier est nul, c'est juste que ça ne correspond pas aux critères d'un investisseur VC. Il y a d'autres types d'investisseurs qui ne sont pas des VC, qui seraient probablement intéressés par votre dossier, mais un investisseur en capital risque a certaines attentes que je vais développer tout à l'heure. Et voilà, donc vous allez vous prendre des noms à peu près systématiquement, et ça ne voudra rien dire sur vous. Le deuxième point, c'est que on est très mauvais juge de soi-même, et quand on est impressionné par ce qu'on réalise, par les montagnes qu'on soulève au quotidien, par les exploits qu'on a l'impression de réaliser, en fait, il y en a beaucoup qui réalisent ces mêmes exploits en même temps que vous. Et donc, on n'est parfois pas aussi exceptionnel qu'on croit l'être. Et c'est une loi cruelle, mais un VC qui investit dans le monde entier voit des dossiers très similaires tout le temps en même temps. Et c'est d'ailleurs un phénomène assez étonnant quand on est investisseur de voir à quel point les innovations se font vraiment de manière simultanée. Alors vous pouvez avoir le sentiment aussi que ces refus ne sont pas très clairs. Souvent ils sont, d'ailleurs, je le regrette, mais les investisseurs ne prennent pas suffisamment le temps de vous expliquer clairement les raisons pour lesquelles on vous dit non. Vous pouvez ne pas les sentir toujours très, très transparents sur ce sujet-là. Il y a des raisons aussi d'efficacité, on ne peut pas toujours tout expliquer. Et puis on n'a peut-être pas envie de vous dire tout de suite que vous n'êtes pas... Voilà, on fait des retours, mais on sait que vous avez besoin d'avancer, et on va faire attention aussi à ce qu'on va vous dire pour pas
à la fois casser votre dynamique. Voilà, parfois, voilà, on essaye de bien doser nos réponses, et puis le plus souvent, en fait, ce sont des raisons assez objectives, hein, ça ne correspond pas à nos critères, mais vous n'avez pas ce sentiment-là, quoi. On fait parfois des exceptions et vous ne comprenez pas pourquoi on n'a pas fait d'exception sur vous. C'est une frustration tout à fait normale. Et puis, alors, une grosse frustration que vous avez en tant qu'entrepreneur et qu'on comprend parfaitement, c'est qu'on ne comprend pas la réalité de l'entrepreneur, et parfois, en tant qu'entrepreneur, vous supportez mal le fait qu'un investisseur prenne facilement la décision d'investir ou pas, alors que vous êtes dans votre réalité quotidienne de création d'entreprise, avec vos difficultés à vous, et vous trouvez qu'un investisseur n'est pas suffisamment présent pour vous aider. Voilà, un investisseur, c'est fait pour investir dans les meilleurs dossiers, pour pouvoir rendre de l'argent à ses propres investisseurs, et il n'a pas le choix que d'être extrêmement sélectif, et voilà. Mais on comprend cette frustration, et voilà. On comprend que c'est pas évident. On essaye de s'améliorer au quotidien pour être le moins dur possible dans nos noms. En tout cas, le plus important, hein, si je reviens un peu à ces étapes précédentes que j'évoquais tout à l'heure, c'est que tout l'enjeu pour un entrepreneur, quand il rentre dans une levée de fonds, c'est vraiment passer ce premier filtre. Et ce premier filtre, j'ai envie d'utiliser la métaphore du flirt ou de la relation amoureuse. C'est vraiment ça, c'est comment passer cette première étape, c'est créer ce premier coup de foudre. Et dans un coup de foudre entre un investisseur et une start-up, il y a 3 éléments centraux. Il y a la première chose qu'on rencontre quand on rencontre un entrepreneur, c'est l'entrepreneur lui-même, l'équipe. C'est par ailleurs une forte conviction sur le marché et son potentiel. Et enfin, c'est ce que vous avez réalisé, l'attraction, les résultats que vous obtenez. Et c'est vraiment ces 3 éléments qui font que vous allez susciter l'intérêt de l'investisseur pour qu'il passe de cette étape verte que je vous avais montrée tout à l'heure à l'étape bleue, où on va avoir envie de creuser et aller plus loin dans la relation. Et donc, si je démarre par le marché, sachez que ce à quoi va être sensible l'investi, c'est la taille du marché, le potentiel de croissance de ce marché. Et donc là, j'ai envie de dire, l'ambition n'est pas une option. Faut vraiment, il n'y a pas de start-up qui lève de l'argent sur un petit marché, en tout cas pas auprès de VC, avec un horizon de taille moyenne à 3-5 ans. Donc on cherche des startups qui veulent conquérir le monde, en tout cas à minima. Chez Orange Digital Ventures, on cherche des investisseurs qui veulent partir dans une expansion internationale et une croissance très rapide. Donc souvent, on attend à ce qu'il y ait un vrai problème à résoudre, ce qu'on appelle la pain. Ça veut dire plus qu'un problème, c'est une douleur qu'auquel le marché ne sait pas répondre aujourd'hui. Il y a des vrais dysfonctionnements, des oligopoles, peu d'innovation. C'est le cas par exemple de la banque, où aujourd'hui il y a des startups qui sont devenues des licornes en disruptant les banques traditionnelles qui avaient peu innové. Ce problème concerne beaucoup de monde dans de nombreux pays. Je reprends l'exemple de la banque. Dans tous les pays développés, on a besoin d'une banque, et beaucoup de gens se plaignent de leur banque. Et le marché est mûr pour s'adapter à une nouvelle offre, parce qu'il est éduqué, c'est le bon moment. Donc, continue sur mon exemple. Tout le monde est habitué à faire beaucoup de choses avec son smartphone, mais curieusement, on a toujours besoin d'aller voir son conseiller bancaire. Donc, les banques mobiles deviennent des alternatives qui intéressent beaucoup de monde. Et les gens sont prêts à adopter ces solutions. Et puis la réponse que vous proposez, elle est robuste, quoi. Elle apporte une véritable valeur ajoutée à vos utilisateurs. Donc on ne fait pas juste un peu d'incrémental, on apporte vraiment une alternative forte, qui en plus bénéficie de véritables barrières à l'entrée, ou de barrières concurrentielles, ce qu'on appelle la defensibility. Donc c'est pas facile une fois que vous atteignez certaines positions avec le marché, vous êtes difficilement détrônable. Ce qui est très important, c'est que vous soyez scalable, c'est-à-dire que vous soyez structurellement en mesure de croître très rapidement, et qu'enfin vous pouvez atteindre votre marché rapidement. Voilà, ça décrit souvent, les VC sont très très friands
services SaaS, ça veut dire souvent des services sur Internet auxquels on peut souscrire facilement en mode freemium, avec une grosse base d'utilisateurs. Quelques-uns prennent l'option premium, et puis vous n'avez pas tellement de difficultés à déployer commercialement votre service, et votre produit technologique est tellement génial que vous êtes difficilement reproductible, mais en plus vous êtes bien protégé, vous avez bien protégé votre IP. Ça, c'est le portrait robot de ce qu'un VC cherche. Et vous voyez, à l'inverse, c'est très difficile quand une startup qui développe un produit qui a une solution basée autour du hardware, donc il va y avoir des problèmes de logistique et des problèmes de stock, des problèmes de working capital. On se rend compte que c'est plus difficile pour elle de lever de l'argent et on va vous poser plus de questions. Oui. Donc un VC est assez exigeant sur le portrait robot de la startup qui vise, quoi. Et puis voilà, l'entrepreneur va résoudre un problème à l'échelle globale. Si vous n'êtes pas en train de résoudre un problème d'un petit territoire. Donc l'équipe, c'est la tarte à la crème, mais c'est véritablement un des éléments les plus importants dans la décision d'un VC. En tout cas, plus un VC gagne en expérience, plus il a des cheveux blancs, et plus il va être sensible à cette dimension, parce qu'il aura eu ses principales difficultés, ce sera des problèmes humains qu'il aura eu à gérer. Donc vous pouvez avoir des jeunes VC en face de vous qui vont être très sensibles à la dimension technologique et la dimension marché, et puis vous allez voir des VC qui ont de l'expérience, et puis ils vont poser des questions sur l'équipe, sur votre histoire personnelle. Donc la première question, c'est un VC, s'il investit dans une startup, c'est souvent pour 7-10 ans, donc c'est une relation long terme qu'on va construire. Il va vous demander d'être au board, donc il va vous accompagner au quotidien. Donc vous allez passer beaucoup de temps, s'il y a des problèmes, vous allez passer beaucoup de temps ensemble, donc est-ce qu'il y a un vrai fit entre vous? C'est une question qui n'est pas posée, mais c'est vraiment la première question que je pose à un entrepreneur. Est-ce qu'il y a les bases pour développer une relation de confiance? Est-ce qu'il sent qu'il pourra vous dire des choses qui ne vous plaisent pas? Voilà, cette liberté de parole est extrêmement importante pour un VC. Je parle lentement, donc je vais me dépêcher. Est-ce que vous êtes plusieurs fondateurs? Ça, c'est une dimension très très importante. Est-ce qu'il y a une complémentarité des talents entre vous? Est-ce que vous êtes tous loyaux au projet? Est-ce que vous êtes alignés dans les intérêts entre vous? Est-ce que, par exemple, sur un moment donné, il faut aller déménager tous à San Francisco? Est-ce que vous êtes tous prêts à le faire? Est-ce que vous avez la dimension pour gérer une boîte qui aujourd'hui fait 10 personnes pour qu'elle soit plus tard une boîte de 100, 200, 1000, 10 000 personnes? Est-ce que vous êtes un leader? Est-ce que vous êtes prêt à lâcher votre rôle de CEO s'il faut? Voilà, ce sont des questions qu'on se pose beaucoup. Moi, j'aime bien ce triptyque, Jean de la Roche-Brochard, partenaire chez Kima, en parle souvent, c'est ce triptyque connaissance, vision, exécution. Est-ce que vous êtes capable d'exécuter votre stratégie? Est-ce que vous connaissez à fond votre marché, font tous vos concurrents? Est-ce que vous avez une connaissance exceptionnelle du marché dans lequel vous évoluez? Est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous voulez tout péter, quoi? Est-ce que vous avez une vision de dingue? Ou est-ce que vous êtes vous ne voyez pas très loin, ou en tout cas vous êtes très cantonné sur votre problématique du moment? C'est ce triptyque que je trouve très utile pour analyser un entrepreneur que j'ai en face de moi. Voilà, et puis en termes de traction, c'est un peu l'élément qui prouve les deux derniers. Est-ce que la bonne équipe qui est capable de bien exécuter, qui a la bonne vision, une connaissance parfaite de son marché, dans un marché très gros, est-ce que ça se traduit dans les chiffres au début? Donc on a une courbe, on voit des débuts prometteurs, est-ce qu'on voit un potentiel énorme, est-ce qu'on voit une croissance qui démarre et qui est soutenue et crédible et qui va aller très très loin? Ou est-ce qu'on pense qu'il va y avoir un plateau rapidement parce qu'en fait c'est très compliqué d'acquérir ses premiers clients aujourd'hui, l'effort que vous mettez aujourd'hui, il va rester compliqué. Enfin, voilà. Donc on regarde de très très près ces premiers signaux de potentiel ou pas. Donc en termes de conseils rapides, il faut évidemment, quand vous allez en levée de fonds, il faut évidemment anticiper. C'est d'abord anticiper psychologiquement, parce que c'est une démarche c'est un projet qui est extrêmement épuisant, psychologiquement également. Donc vos proches, vos familles vont aussi beaucoup souffrir de cette étape-là. C'est un processus qui prend au minimum 40 à 50% de votre temps,
qui peut durer très longtemps, 6, 8, 12 mois, ça dépend, hein. Il y en a qui arrivent, hein, évidemment, lever en 3 mois, mais la plupart du temps, c'est minimum 6 mois. Donc il faut aussi s'entourer de bons conseils pour pouvoir aussi relâcher la pression, et puis que vous ayez des relais dans votre entreprise pour pouvoir gérer le business, hein, et continuer à délivrer les chiffres dont vous avez besoin pour pouvoir réussir votre levée de fonds. Il faut mûrir son projet, là, sa vision, son plan d'action, savoir bien expliquer pourquoi vous levez des fonds et ce que vous voulez en faire. Très très important d'anticiper, hein, le pitch, à la fois le deck, hein, ces slides que vous allez envoyer, et puis votre pitch, elevator pitch que vous allez délivrer à tous les investisseurs. Alors, honnêtement, très souvent, c'est un des premiers, c'est le premier exercice auquel, première interaction avec un VC, c'est ce pitch, et très souvent, c'est sur cette base-là qu'on dit non, donc ça mérite d'y attacher beaucoup de temps et d'attention. Préparer tous les éléments qui vont vous aider à faciliter votre interaction avec le VC une fois que vous aurez engagé. Vous aurez passé de l'étape verte à l'étape bleue. Donc préparez votre data room, quoi, avec tous les éléments bien rangés. Ça va beaucoup vous aider dans votre propre marketing vis-à-vis du VC. Et choisissez le bon moment, hein, pour lancer sa levée de fonds. Alors il n'y a jamais de bon moment, hein. C'est parfois trop tôt parce que vous n'avez pas tous les éléments de traction qui vont justifier le fait que vous devez lever de l'argent. En même temps, vous ne faites pas trop tard parce que vous savez que c'est à peu près 12 mois. Donc si vous n'avez plus de cash à la fin de vos négos, en fait, vous n'avez plus de pouvoir de négo. Donc il faut que vous puissiez closer sans pression. Ça changera tout dans votre relation avec l'investisseur. Et vous serez évidemment plus brillant devant un investisseur si vous êtes serein plutôt que si vous êtes extrêmement stressé par la barrière, par le mur du puits de fond, quoi. Et donc faites votre VC due deal, c'est très important, hein. Autant les investisseurs font une due deal sur vous, autant vous, c'est important que vous fassiez votre analyse des investisseurs que vous voulez intéresser. Donc posez-vous la question à quel type d'investisseur vous correspondez, c'était à peu près ma remarque tout à l'heure, tout le monde ne va pas investir auprès de VC, et qui parmi les VC connaît vraiment votre secteur. Est-ce que vous avez des synergies potentielles avec des startups du portefeuille? Donc analysez les portefeuilles des VC que vous allez rencontrer. Essayez de prendre des infos sur les personnalités des VC que vous avez en face de vous. Il y en a qui sont très sensibles à la hype, il y en a qui sont qui adorent le risque, il y en a qui sont plutôt risque averses, qui ne vont pas investir dans une startup qui ne délivre pas de revenus à l'avance. Essayez de regarder combien de temps il prend pour pouvoir closer un invest. N'hésitez pas à appeler les startups du portefeuille, on publie tous nos portefeuilles, donc appelez-les. Est-ce que, regardez les rounds qui ont suivi un investissement dans la startup, qu'est-ce qu'il a fait venir comme investisseur, hein? Est-ce qu'il apporte vraiment de la valeur stratégique? Tout le monde va dire qu'il apporte plein de choses en plus de l'argent, mais est-ce que c'est réel? Ce sont des questions qu'il faut poser à des startups qui sont en portefeuille. Voilà. Donc une data room, j'insiste sur ce point parce qu'en fait c'est extrêmement rare que dans le processus de levée on ait accès à une data room propre quand on discute, même en série A, série B, alors que vous êtes dimensionné pour le faire, souvent, et qu'en fait, voilà, rassembler les documents qui peuvent intéresser un VC, ça va limiter les interactions mail un peu idiotes que vous avez avec un VC, ça va vous permettre surtout de pouvoir tout de suite rentrer dans le fond des sujets et pas répondre à des questions basiques. Un autre petit tip que je peux vous donner aussi, c'est quand un VC vous pose des questions au moment d'un pitch, notez les questions qu'il vous pose, faites-en un Q&A global, ça évitera beaucoup d'interactions mail que vous avez à gérer vous quand vous discutez avec 10 investisseurs, plutôt que répondre 10 fois à la même question, envoyez directement au Q&A, c'est pas mal. Et pendant votre levée de fonds, voilà, il y a beaucoup de startups qui demandent des NDA ou des clauses de confidentialité. Honnêtement, c'est un frein énorme, donc ne demandez pas ça. Vous êtes de toute façon protégé avec un VC par une clause de confidentialité qui est liée au marché, hein. Un VC ne peut pas divulguer des informations confidentielles sur une startup, c'est contraire à son éthique de travail, et ça ruinerait sa réputation de toute façon. Et puis, pendant la levée de fonds, soyez très, très vigilant au rythme de la levée. En fait, je vous ai parlé d'un flirt, hein, une relation amoureuse, ça s'entretient. Donc il faut sans arrêt se rendre toujours un peu sexy en apportant des nouvelles régulièrement, en créant un peu cette pression, ce sentiment d'urgence à closer. C'est dans la dimension relationnelle que ça se gère, mais c'est extrêmement important, hein.
combien de startups étaient proches de recevoir une term sheet avant les vacances de Noël, et puis en janvier, février, ils n'ont toujours rien reçu parce que finalement, l'investisseur est passé à un autre dossier. Et voilà, la gestion du rythme de la relation est très, très importante. Il ne faut pas hésiter à être un peu rentre-dedans avec un investisseur. C'est vrai qu'à la fin, souvent, on investit dans la startup qui a été, j'ai pas envie de dire, la plus lourde en termes d'insistance, mais en tout cas, c'est celui souvent qui a le plus poussé la porte pour avoir le deal. Et puis, très important, montrer que pendant la levée de fonds, vous allez apprendre beaucoup sur vous, sur le processus de levée de fonds. Ayez à cœur de vraiment progresser rapidement en connaissances et en expérience. Donc prenez toujours des notes à chaud, notez les principales questions qu'on vous pose, comment on perçoit votre marché de l'extérieur, comment du coup vous devez améliorer votre pitch. Le succès d'une levée, c'est souvent très fonction de votre capacité à vous améliorer pendant tout ce processus très rapidement. Voilà, je vous ai parlé de ce Q&A qui, à mon avis, est un bon outil pour vous aider à justement améliorer votre connaissance du processus de levée de fonds. Et enfin, pour conclure, avant vos questions, évitez les buzzwords. Combien de decks on reçoit avec je suis le Uber 2, le Airbnb machin. J'ai mis de l'intelligence artificielle alors qu'on sait très bien qu'il y a juste que vous avez pris en open source un algorithme de prédiction, et c'est pas de l'intelligence artificielle. Évidemment, on est extrêmement sensible à l'exécution, votre capacité à délivrer, donc sachez le mettre en valeur. C'est ce qui impressionne le plus un VC qu'un investisseur, c'est les gens qui sont des doueurs, qui réalisent des choses concrètes, difficiles à réaliser. Donc mettez-le bien en valeur et n'insistez pas sur des concepts vagues. Soyez très concret dans vos pitchs, soyez pédagogue. Voilà. La dimension humaine, hein, c'est encore une fois, je le redis, c'est hyper important. Donc pensez à votre posture, ce mix humilité et détermination est hyper important. Des entrepreneurs qui arrivent en disant je sais tout, ou à des VC qui croient tout savoir déjà, ça ne marche pas. Il n'y a pas plus d'ego qu'un investisseur. Il n'y a pas de métier où les gens ont plus d'ego qu'un investisseur. Sachez vous adapter à votre VC très rapidement. Ils ont tous des profils très différents, donc essayez de le comprendre, c'est ce que je vous disais déjà. Ne vous inventez pas de personnage, c'est comme tout entretien, entre guillemets, c'est un entretien de personnalité, aussi un entretien avec un investisseur, donc soyez cohérent tout au long. Il n'y a rien de pire qu'une incohérence dans la personnalité de quelqu'un qui vous pitch. Soyez hyper clair de ce que vous attendez de votre VC. Et voilà, au fur et à mesure que le processus avance, encore une fois, prenez le temps de créer cette relation personnelle, de confiance, sachez parler d'autre chose que votre dossier, et surtout, n'hésitez pas à les pitcher les investisseurs avant d'avoir besoin de l'argent pour créer cette relation. Il n'y a rien de pire finalement que d'essayer de créer une relation dans une situation de besoin, et il n'y a rien de plus puissant que d'obtenir un oui d'un investisseur, ou de solliciter un investisseur qu'on connaît déjà intimement depuis 1 an, 2 ans. Voilà. Donc la plupart des investisseurs aiment beaucoup rencontrer des entrepreneurs plutôt tôt. Ils vont vous dire sans problème que c'est trop tôt, mais vous allez tenir au courant au fur et à mesure, et ça c'est une méthode assez puissante. Voilà, je crois que j'ai conclu mon webinaire. Donc vous avez vu, c'était pas tellement technique, c'était plutôt de l'ordre de la connaissance, de la relation entrepreneur-investisseur, qui est souvent une dimension oubliée. Il y a plein de contenus sur Internet sur comment faire un bon pitch, comment faire un bon deck, quels sont les éléments importants à avoir intégrés dans une term sheet. Je vais voir quelles sont vos questions, mais il y a plein de choses sur Internet à consulter avant de vous engager dans cette levée de fonds. Voilà. Alors je regarde vos questions. On a un quart d'heure pour répondre à vos questions. Alors quel est le API d'Orange? C'est Orange. Principalement Orange. Voilà, essentiellement Orange. Comment convaincre un VC quand on a un produit dont le marché n'existe pas encore, mais qu'il y a du potentiel? Il faut démontrer le potentiel. Évidemment, un VC s'investit souvent en early stage, en tout cas c'est notre cas, donc le marché n'existe pas déjà, mais on sent que les éléments sont là. Encore une fois, la banque mobile, les premières banques mobiles qui sont sorties, il n'y avait pas encore un marché, mais on sentait que les gens étaient prêts à basculer
d'un rendez-vous en physique avec son agence à tout gérer depuis son mobile. Voilà, la présentation, je pense qu'elle sera, en tout cas le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revoir, vous aurez accès à la présentation et je pense qu'elle sera probablement publiée. N'hésitez pas à poser vos questions, je suis là pour y répondre et sans langue de bois, j'espère. Donc n'hésitez pas à poser des questions qui gênent, surtout. Comment démontrer l'attraction par un produit qui n'existe pas? L'attraction, c'est pas forcément des clients, ça peut être des utilisateurs. Ça peut être la presse qui s'intéresse à vous, ça peut être votre compte Twitter, ça peut être tous ces éléments. En fait, ce qu'on voit quand on parle de traction, c'est évidemment l'idéal, c'est d'avoir des clients ou des utilisateurs. Mais nous, ce qu'on cherche quand on est entrepreneur, un investisseur, c'est les signaux, tous les signaux faibles qui font que on sent que ce que vous êtes en train de construire va intéresser beaucoup de monde. Typiquement, quand vous faites une conférence et que vous êtes recruté plein de fois parce que, je sais pas, vous avez parlé d'un concept qui résonne, ça suscitera l'intérêt d'un investisseur. C'est un peu faible, hein, mais c'est une idée, quoi. Il y a pas, mais souvent, on regarde les services qui sont en mode freemium, quoi, qui démarrent avec une fonctionnalité. Il n'y a pas de monétisation à ce stade-là, mais l'usage est tel qu'on sent qu'il y a un marché. Quels sont vos montants minimum et maximum d'investissement dans les startups? Nous, on a investi en série A, série B, c'est-à-dire entre 1 et 3 millions d'euros pour le premier investissement. On n'investit pas en amorçage, ça veut dire qu'on attend à ce que vous ayez déjà levé souvent un peu d'argent avant, ou qu'en tout cas, vous ayez suffisamment de traction, de clients qui correspondent à cette étape de série A, série B. Je vous ai montré cette courbe tout à l'heure, amorçage, série A, série B, série C. En fait, en face, il y a des minimums de réaliser qu'on attend, et en tout cas en série A, série B, vous avez déjà vos premiers clients, vous avez, si vous êtes en B2B, vous avez déjà des POC, certains POC ont été convertis en clients réels, si vous êtes en B2C, vous avez un certain volume de clients, j'ai envie de dire, je sais pas, disons 200 clients, ça ne veut rien dire, parce que ça dépend de votre panier moyen, mais un certain nombre de clients, et que vous êtes sur des rythmes de croissance rapides. Vous êtes en train de passer du early adopter à un marché un peu plus important. Et puis après, il y a quelques investisseurs en amorçage qui vont investir sur un peu plus qu'un PowerPoint, mais qui peuvent investir beaucoup plus tôt. Et donc, ils vont être très sensibles plus sensibles que moi à la dimension équipe et le génie, entre guillemets, le talent qu'il y a dans l'équipe et le produit que vous êtes en train de concevoir. C'est les investisseurs en amorçage qui vont être plus sensibles à ça. Si un concurrent a déjà fait une grosse levée, c'est un frein ou au contraire un signe de traction, ça dépend de la taille du marché. Ça dépend évidemment si sur les néobanques, il y a des marchés pour plusieurs banques. Si vous faites un bon coin, et si vous, en tout cas ce qu'on appelle un classified, il n'y a pas de place pour 1000 classified, quoi. Il y a une place pour un ou deux, donc dans ce cas-là, ça sera un frein, quoi. Donc c'est pour ça que quand je disais gérer bien le timing de la levée, c'est aussi ça, c'est par rapport à vos concurrents, parfois vaut mieux celui qui aura levé le premier aura coupé l'herbe sous le pied aux autres et ça sera trop tard pour vous. Évidemment, plus un marché est agité, plus c'est une bonne nouvelle pour un investisseur. C'est une des raisons pour lesquelles les fintechs fonctionnent si bien, c'est qu'en fait il y a plein d'exits. Donc les investisseurs sont prêts à payer plus cher pour entrer dans une fintech sur des valeurs plus hautes, parce qu'ils savent que les probabilités d'exit seront plus fortes. Alors, des acteurs qui investissent en seed en Afrique, alors, en Afrique francophone, il n'y en a pas, très peu. Et en Afrique anglophone, en fait, c'est beaucoup des business angels américains qui investissent en amorçage. Il y a quelques fonds quand même d'amorçage en Afrique anglophone. Et puis il y a des prix, hein, type GSMA, qui correspondent à l'investissement seed. Donc voilà, on a publié sur notre site Orange Digital Ventures, je crois, un petit doc qui récapitule un peu
l'écosystème africain pour vous donner des indications sur les gens à contacter. Je crois qu'on est arrivé au bout de ce webinaire. J'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de questions. Je vous remercie pour ce... Ah, je vois qu'il y a quelques personnes qui se mettent à écrire du coup. Alors le lien, je suis désolé, là, je ne peux pas vous le donner en live. Mais c'est sur notre site Orange Digital Ventures. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. J'ai plus de questions. Merci beaucoup à tous. Alors, une dernière question. C'est la dernière. Comment faire si le concurrent a une grosse machine de com ou a bien pénétré son marché? Eh ben, un investisseur, soit vous avez un argument massue en termes de techno, qui fait qu'en fait, on se rend compte qu'en face de vous, c'est que de la com. Et ça, un investisseur est très sensible à ça. Mais il va falloir quand même faire quelque chose en termes de com parce que dans l'attraction, la dimension com est extrêmement importante. Donc vous pouvez convaincre des investisseurs avec un très bon produit, mais il faudra avoir un plan de com en face, quoi. Voilà, je crois que c'est bon pour les questions. Donc je vous souhaite à tous une bonne après-midi et à bientôt. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet d'investissement. On sera ravis de l'étudier, de l'analyser, de vous répondre. On s'engage à répondre, en tout cas vous faire une première réponse en moins de 30 jours. C'est à la fois long, mais à la fois long, mais court compte tenu de tous les dossiers qu'on reçoit. Mais on est heureux, on est ravis d'avoir la chance de pouvoir créer ces premières relations le plus tôt possible, même si vous n'êtes pas en train de lever des fonds. Donc Orange Digital Ventures, on a un site, odv.com, je crois. Envoyez-nous au deck. Merci beaucoup à tous, bon après-midi, au revoir.